Bonjour, je vais vous présenter le concept de plantes de service. Les plantes de service sont travaillées à la station à Angers depuis 2007. Nous avons donc pas mal de recul sur les différents types de plantes de service et sur les plantes qui fonctionnent, qui sont déjà mises au point pour l'horticulture ornementale. Je vous présenterai également les travaux qui sont en cours. Pour commencer, qu'est-ce qu'une plante de service ? Quelle est la différence entre une plante de service, une infrastructure agroécologique, une culture associée, etc. Les infrastructures agroécologiques, comme ici ce bout de haie sur la photographie, sont des refuges, des réservoirs à auxiliaires. Mais si la culture, comme ici un champ de blé, est moins attrayante pour les auxiliaires, ce qui va se passer, c'est que les auxiliaires vont naturellement se déplacer dans les infrastructures agroécologiques et ainsi on va vider la culture des auxiliaires. Donc pour rappel, les infrastructures agroécologiques ne sont pas à considérer comme des plantes de service, elles sont surtout à considérer comme un réservoir, comme le réservoir d'une voiture, et les plantes de service sont plutôt la pompe à essence, c'est-à-dire le moyen de faire sortir les auxiliaires de l'environnement pour les amener dans la culture. D'autres plantes de service vont agir sur les ravageurs en les repoussant, en les attirant, nous verrons ça juste après. Nous pouvons donc proposer la définition suivante. Les plantes de service sont disposées avant ou pendant une culture, dans ou alentour de la culture, et elles apportent un avantage à la culture. L'avantage peut porter sur la qualité du sol, le contrôle des bioagresseurs, le climat, au niveau de la culture, etc. Les plantes de service peuvent être détruites avant, pendant ou après la récolte. Les plantes de service sont détruites. Si elles ne sont pas détruites, alors on appelle ça une culture associée. La différence du coup entre une culture associée et une plante de service, c'est que la culture associée est vendue. On va donc vouloir limiter les dégâts sur la culture associée, alors qu'une plante de service n'étant pas vendue, on peut tolérer pas mal de dégâts sur des plantes de service. Voici quelques exemples. Au niveau de la qualité des sols, on connaît tous les engrais verts, avec le radis, la moutarde, la facélie, etc., la févrole. Toutes ces cultures, cultures intercalaires, cultures pièges d'azote, etc., sont des plantes de service. Il existe également des plantes allélopathiques, dites assainissantes, qui vont détruire des adventices, des maladies ou des nématodes. Je vous montre quelques exemples. Contre adventices, il y a l'avoine, les boutes, le sorgho, le seigle, etc. Ce sont des plantes allélopathiques. Contre les nématodes, il y a l'œillet d'Inde ou la tomate. Et contre les maladies, il y a la moutarde brune. Lorsqu'en fin de culture, on l'enfouit dans le sol. Elle libère des gaz qui vont tuer les champignons. Voici ici un exemple de travaux sur les plantes allélopathiques réalisés par l'INRA. Vous avez donc sur les photos à gauche une culture avec un précédent avoine et à droite la même culture de soja avec un précédent sol nu. On voit bien l'effet anti-adventice de l'avoine sur la culture suivante. À droite, vous voyez les graphiques avec deux histogrammes très bas, l'avoine et l'épeautre, donc qui sont des plantes allélopathiques intéressantes à mettre en interculture. Intéressons-nous maintenant aux plantes de service qui ont une action sur les ravageurs. Alors, ici, vous voyez, j'ai détaillé en 8 types de plantes de service, 4 qui vont avoir une action directe sur les ravageurs et 4 qui vont avoir une action directe sur les auxiliaires. Alors, toutes ces plantes de service vont influer sur le comportement des insectes. Au niveau des ravageurs, on peut soit les attirer, ça va nous donner des plantes indicatrices ou des plantes pièges, soit les repousser, ça va donner des plantes répulsives. Lorsqu'on associe les deux, c'est-à-dire qu'on repousse le ravageur de l'intérieur de la culture pour l'attirer vers l'extérieur avec des plantes pièges, c'est ce qu'on appelle la stratégie push-pull. Il y a également les plantes assainissantes, on a vu un exemple tout à l'heure avec l'œillet d'Inde, c'est-à-dire c'est des plantes qui vont permettre de retirer, de tuer, de supprimer les ravageurs d'une surface. Au niveau de l'action directe sur les auxiliaires, pour l'instant, nous avons également 4 catégories. Nous avons d'abord les plantes fleuries, donc c'est des plantes qui vont fleurir, comme leur nom l'indique, et qui vont conserver leur pollen et leur nectar à l'intérieur des fleurs, et qui vont attirer les auxiliaires floricoles, c'est-à-dire les auxiliaires dont la forme adulte mange du pollen ou du nectar. Il s'agit par exemple de la chrysope ou des cerfs. Nous avons également des plantes
à pollen. Ce sont cette fois-ci des plantes anémophiles, c'est-à-dire qu'ils libèrent leur pollen dans l'air qui va retomber dans la culture et qui va permettre de nourrir certains types d'auxiliaires polyphages comme les acariens, prédateurs. Enfin, il y a les plantes habitat. Donc là, c'est des plantes qui vont avoir comme unique but de fournir un habitat aux auxiliaires, soit pour la forme adulte, soit pour la forme larvaire. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure. Et l'un des plus vieux types de plantes de service connues, qui s'appellent les plantes relais, les bunker plants en anglais, donc traduit en français, ça fait les plantes réservoirs. Ce sont des plantes qui vont attirer les auxiliaires par la présence de ravageurs spécifiques. Alors, détaillons un peu tous ces types de plantes. Au niveau des plantes pièges, le principe est assez simple. Ce sont des plantes hyper attractives pour le ravageur. Donc, disposées dans les cultures, ils vont attirer les ravageurs qui arrivent et faire sortir les ravageurs de la culture. Ça suppose que le ravageur est mobile. Ces plantes sont beaucoup travaillées au niveau de la station parce que leur principe est très simple et lorsqu'on trouve la bonne espèce de plante, son efficacité est redoutable dans pratiquement toutes les situations. Nous avons déjà mis au point deux types de plantes pièges, la plante piège à Alerode et la plante piège à Othurinque. Au niveau de la plante piège à Alerode, on utilise des aubergines de la variété Bonica. Il faut veiller à détruire le ravageur sur la plante, pour cela on fera un effeuillage des vieilles feuilles. La densité n'est pas très importante, de 1 pied pour 20 m² à 1 pied pour 100 m² suivant l'infestation. On a des fiches techniques disponibles. On a mis dans ce petit carré violet des idées de coûts de protection contre l'alerode en culture de poinsettia sur des itinéraires conventionnels avec une médiane de coût à 570 € pour 1000 m². En PPI classique, on monte à 900 € pour 1000 m² et avec des plantes pièges, on est sur un coût équivalent à un itinéraire conventionnel. Pour l'Othurinque, on a trouvé donc le Bergenia comme plante piège auquel on rajoute du métarhizium pour tuer les larves à l'intérieur du substrat. Vous voyez ici quelques données techniques. Il y a également une fiche technique disponible à la station et en plus nous vendons des Bergenia pour les producteurs qui le souhaitent. Tous les printemps, en mars-avril, on vend des plantes pièges comme vous le voyez sur la photo. Au niveau des coûts, vous voyez que l'utilisation des plantes pièges, on arrive à un petit 400 € pour 1000 m² et quand on utilise les nématodes, on est à 516 € pour 1000 m² sans compter la main d'œuvre. Donc en rajoutant la main d'œuvre, à mon avis, on double largement ce coût. Actuellement, nous menons des travaux sur Dupont-Chilias fovealis où nous recherchons des plantes pièges à ce papillon. Vous aurez une présentation à 10 h à ce sujet. Au niveau des plantes répulsives, et c'est l'inverse des plantes pièges, ce sont des plantes qui vont repousser les ravageurs. Au niveau de ce type de plante, on le travaille assez peu sur la station. On a un gros problème, c'est définir des protocoles qui permettent d'évaluer l'efficacité des plantes. Est-ce qu'il n'y a pas de ravageurs parce qu'il n'y a pas de ravageurs dans l'environnement, ou est-ce qu'il n'y a pas de ravageurs dans ma culture parce que ma plante répulsive fonctionne? C'est quelque chose qui est difficile à apprécier. Comme je vous le disais précédemment, lorsqu'on couple les deux, on arrive à la stratégie push-pull. Ici, vous avez un exemple en Afrique où, en culture de maïs, on va mettre du desmonium dans les rangs. C'est ce qu'on voit sur la photo. Ce desmonium va limiter les adventices et repousser les papillons. Et au bord des cultures, on va installer du miscanthus qui va attirer la pyrale. On en a fini avec les plantes de service à action directe sur les ravageurs. Voyons maintenant les types de plantes de service qui agissent sur les auxiliaires. Alors, le premier type, c'est les plantes fleuries. Pareil, le principe est assez simple. On va disposer des plantes qui vont présenter des fleurs attractives pour les auxiliaires. Donc, les adultes vont arriver, consommer le pollen et le nectar et en même temps aller pondre dans la culture. Les adultes issus de ces pontes, lorsqu'ils vont émerger, vont aussi avoir tendance à rester sur place à cause de la présence de fleurs. Voici un exemple. Donc ça, c'est des travaux réalisés en 2008,
où nous avons testé donc Potentilla fruticosa Goldfinger en culture de chrysanthème, en culture de rosier également, avec une bonne efficacité. Vous voyez sur le graphique, la population de pucerons diminue significativement et la population d'auxiliaires est plus que doublée dans cet essai-là. En général, on arrive à un doublement de la population d'auxiliaires. Comme précédemment, une fiche technique est disponible. Les plantes à pollen, donc même principe, sauf que cette fois-ci, on installe une plante anémophile. Donc ici, vous avez du Sorbaria sorbifolia qui va libérer son pollen dans la culture. Et les auxiliaires, les acariens prédateurs ici qu'on lâche dans la culture, vont pouvoir se maintenir en absence de ravagement. On a testé ces plantes sur la station en culture de Choisia. Et vous avez en bas une idée des coûts. Donc en itinéraire PBI classique sans utiliser de pollen Nutrimat ni de Mildfood, on arrive à des itinéraires entre 900 et 1000 euros pour 1000 m². En utilisant des plantes à pollen, on arrive à des coûts de 70 à 1000 euros également pour 1000 m². La médiane, vous voyez, on passe de 1000 à 700 euros pour 1000 m². Donc avec ces plantes-là, on arrive bien à réduire le nombre de lâchers et donc à réduire le coût de la PBI. Ce principe rejoint entièrement Nutrimite et Mindfood, donc le pollen développé par Biobest et l'acarien proie développé par Bioline. Donc ces deux principes, ces deux produits ont exactement le même principe que les plantes à pollen, c'est-à-dire nourrir les acariens prédateurs en absence de proie. Au niveau des plantes habitat, donc c'est un type de plante de service qu'on travaille depuis peu de temps, donc ça fait que 2 ans qu'on travaille sur la station. L'idée est de fournir un habitat indispensable à certains types d'auxiliaires. Donc vous verrez tout à l'heure, on travaille actuellement sur les hyménoptères chasseurs, donc c'est les hyménoptères qu'il y a en photo ici, qui a absolument besoin de tiges à moelle pour être présent dans l'environnement. La présentation aura lieu à 11h20. On en arrive au dernier type de plantes de service, donc les plantes relais ou plantes réservoirs. C'est le type de plante le plus connu, le plus ancien et qui pour moi fonctionne le moins bien, qui est le plus dur à gérer. Alors je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, c'est un type de système d'agro-écosystème très compliqué et donc à fonctionnement chaotique, c'est-à-dire un système qui est très difficile à gérer, voire impossible à gérer, et avec une non-prédictibilité des résultats. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'intervenants. Il y a un ravageur spécifique sur la plante réservoir, il y a les ravageurs dans la culture, et il y a les auxiliaires qui doivent être généralistes et qui doivent faire des allers-retours entre les plantes réservoirs et la culture. Tout ça, c'est beaucoup d'interactions, et plus on a d'interactions, plus on est sur des systèmes chaotiques, c'est-à-dire à fonctionnement imprévisible. En plus, pour moi, la manière dont on sélectionne les plantes réservoirs fait que le système devient inefficace, voire a des efficacités négatives. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Prenons déjà ce qu'on aimerait comme fonctionnement avec les plantes relais. On aimerait ce qui se passe sur ce petit schéma, c'est-à-dire qu'il y a des auxiliaires qui arrivent naturellement dans la culture, c'est la petite coccinelle verte, et des auxiliaires qu'on va attirer dans la culture par l'intermédiaire de la plante relais, c'est la petite plante rouge. Ici, on a un effet positif puisqu'on augmente la quantité d'auxiliaires dans la culture. Ça, c'est qu'on aimerait qu'il se passe dans la culture. Or, en général, ce n'est pas ce qui se passe dans la culture. Ce qui se passe dans la culture, en général, c'est soit ça, c'est-à-dire mes auxiliaires classique, généraliste arrive dans ma culture, et de l'autre côté, sur ma plante réservoir, je vais avoir des auxiliaires spécifiques qui arrivent sur mes plantes réservoirs et donc qui ne migrent pas dans ma culture. Dans ce cas-là, mes plantes réservoirs n'ont aucun effet. Ou, ce qui peut se passer, et c'est le pire, avoir un effet négatif dans ma culture, c'est-à-dire que mes plantes réservoirs sont tellement attractifs pour les auxiliaires qu'elles détournent les auxiliaires qui iraient naturellement dans ma culture sur mes plantes réservoirs. Ça, c'est la théorie. Voyons des exemples concrets. Donc en 2017 et 2018, nous avons fait des essais sur le puceron du cerisier. On a
testé plusieurs choses. On a testé des plantes fleuries, indiquées ici PF, des plantes réservoirs, indiquées ici PR, des modalités où on supprime les fourmis, indiquées ici sans fourmis, et des modalités où on fait rien, indiquées ici TNT. Vous voyez l'ensemble des courbes, vous voyez la courbe bleue qui monte à une infestation de 100%, puis il y a un contrôle, et puis vous voyez notre courbe rouge qui est la courbe des plantes réservoirs, on va la voir plus en détail. Vous voyez qu'en début de culture, j'ai une aggravation de ma population de pucerons dans ma culture, ensuite j'ai un contrôle et une seconde aggravation, puis enfin un contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on fait les statistiques, on a bien deux zones significatives où on a un effet positif des plantes réservoirs et deux zones où on a un effet significativement négatif des plantes réservoirs. Donc une aggravation du cas de la culture. Alors, tout simplement, on va expliquer ça de la manière suivante. Lorsqu'on a une significativité négative, c'est que ma plante réservoir a été une plante piège à auxiliaire. J'ai retiré les auxiliaires de la culture et du coup j'ai aggravé les choses. Pourquoi on a deux pics sur notre essai? Parce qu'on a l'arrivée des coccinelles et l'arrivée des cirfes. Lorsqu'on est vert, cette fois-ci, on a bien un transfert de la plante réservoir à la culture, du coup plus d'auxiliaires dans la culture et donc une amélioration du contrôle des pucerons. Pourquoi est-ce qu'on a ça? En fait, il faut savoir que les auxiliaires, ils ne se concentrent pas à l'infini sur une plante. Il va y avoir un nombre maximal d'auxiliaires possible sur une plante, en fonction de la ressource alimentaire et du nombre d'auxiliaires déjà présents. Donc, quand nos plantes réservoirs deviennent saturées en auxiliaires, les auxiliaires adultes qui arrivent sur les plantes réservoirs s'en détournent et du coup vont à côté dans la culture pour aller pondre. Ce qui fait que temporellement, on a d'abord un piégeage des auxiliaires sur les plantes réservoirs, ensuite une saturation, les nouveaux auxiliaires adultes qui arrivent vont se détourner dans la culture, donc une surpopulation d'auxiliaires dans la culture, j'ai un effet significatif positif, et ensuite on répète la même chose avec les coccinelles, donc un effet d'abord négatif, un effet piège des plantes réservoirs, puis un effet positif. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a observé ça en 2018, mais aussi en 2017. Vous voyez la petite flèche rouge qui indique la modalité plante réservoir avec aussi un effet négatif des plantes réservoirs en début de culture. Voilà. Maintenant, regardons un peu ce qui se passe autour de nos plantes de service. Les plantes de service, ça a l'air super présenté comme ça, c'est pas forcément la panacée, c'est pas forcément le meilleur levier. Il y a certains ravageurs pour lesquels on ne trouve pas de plantes de service. Héliothrips, on n'en a pas trouvé, la cochenille, on n'en a pas trouvé. Et il y a les fourmis. Et les fourmis, ça pose un gros problème parce que les fourmis, c'est un peu les pasteurs contre le loup, c'est-à-dire que les fourmis, ça détruit les auxiliaires qu'on lâche ou les auxiliaires qu'on attire. Les fourmis, ça entretient les ravageurs, c'est leur troupeau et du coup, ça retire les auxiliaires. Donc on voit ici sur notre essai également pucerons cerisiers en 2018 l'effet de retirer les fourmis de l'environnement. C'est la courbe verte sur le graphique où on voit très bien qu'en démarrage de culture il n'y a pas d'effet de la modalité sans fourmis puisqu'il n'y a pas d'auxiliaire et par contre dès que les auxiliaires arrivent on a une efficacité meilleure de la modalité sans fourmis que de la modalité témoin parce que sur la modalité témoin les fourmis retirent les auxiliaires. On voit le résultat ici en fin de culture avec en haut la modalité sans fourmis, vous voyez que les branches sont bien développées, et en bas la modalité plante fleurie, on aurait pu mettre la modalité témoin, où vous voyez que les branches sont nanifiées, les apex sont rabougris à cause des populations de pucerons. Vous aurez une présentation à 11 heures des autres travaux qu'on fait pour retirer les fourmis de l'environnement. J'en ai fini pour cette présentation générale. Nous allons donc maintenant passer aux questions concernant les plantes de service. Alors, Maude, quelle question a-t-on reçue? Alors, on a reçu une seule question qui concerne le MET 52 sous la formule granulée. Et le produit n'est plus commercialisé, donc est-ce qu'il va être de nouveau commercialisé ou sous une autre forme? Alors, effectivement, le MET 52 n'est plus commercialisé, donc là, on va passer à un autre champignon entomopathogène et on va faire des tests pour choisir le meilleur. Un bon candidat sera le Beauveria,
Vassiana, merci la régie. D'autres questions? Alors, on a d'autres questions. Donc, comment concilier la mise en place donc, des plantes de service dans les cultures avec des traitements insecticides? Alors, en fait, c'est pareil que pour la PBI, c'est-à-dire que pour la PBI, on fait des lâchers d'auxiliaires et on va faire de la lutte biologique en fait le plus longtemps possible. Et si les ravageurs deviennent intolérables d'un point de vue économique, on va passer à un traitement chimique et le plus soft possible. Pour les plantes de service, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va mettre les plantes de service, on va s'en occuper s'il y a besoin, par exemple pour les plantes pièges. Et si les ravageurs augmentent trop, à ce moment-là, on fera comme en PBI, un traitement le plus soft possible. Et lorsque la période de rémanence sera passée, les auxiliaires reviendront dans la culture. Donc c'est le même principe qu'en PBI. Est-ce qu'on peut garder les plantes de service d'une année à l'autre? Alors, ça dépend du type de plante de service. Vous avez bien compris que les plantes pièges, leur but est de concentrer les ravageurs sur elles. Donc, ce type de plante de service, forcément, on va pas la conserver, on va la détruire pendant la culture ou à la fin de chaque culture. Par contre, les plantes fleuries, elles, sont sélectionnées pour ne pas héberger de ravageurs polyphages qui peuvent aller dans les cultures. Donc, les plantes fleuries, par exemple, peuvent être conservées d'une année sur l'autre. Les plantes à pollen également peuvent être conservées d'une année sur l'autre. Donc, ça dépend là vraiment du type de plante de service qu'on utilise. Alors, tu parles justement de plantes à pollen. Nous avons une question par rapport au sorbaria. Comment faire pour qu'il délivre du pollen en continu sur la saison? Alors, au niveau des plantes à pollen, ce qu'il faut, c'est que la plante soit toujours en fleur. C'est-à-dire que dès que la fleur va commencer à faner et former ses fruits, il faut la couper de manière à ce que la plante reparte en floraison. Ok, et donc une dernière question peut-être. On va voir si au niveau du chat on en a d'autres. Mais donc, nous avons donc une autre question. Est-ce que l'usage des plantes de service, justement, des fois n'apporte pas des ravageurs? Alors, c'est un risque et c'est pour ça que les plantes de service sont sélectionnées, sont étudiées afin justement qu'elles n'hébergent pas de ravageurs polyphages ou en tout cas le moins possible. Les plantes fleuries, par exemple, vont attirer du thrips, c'est immanquable. Donc les plantes fleuries vont être utilisées à l'extérieur, plutôt à l'extérieur, et le thrips, dans ces conditions, ne pose pas de problème. Il pourrait poser problème, par exemple, sous serre. Donc on fait des sélections de plantes de service pour attirer le moins possible de ravageurs polyphages, et donc limiter le risque d'apporter des ravageurs dans la culture.